Mesdames et messieurs, bonjour. Nous vous souhaitons la bienvenue à ce deuxième webinaire en français organisé par Digital Frontier Institute. Nous sommes heureux que vous soyez aussi nombreux aujourd'hui pour qu'on échange autour du thème Intelligence artificielle, biométrie, big data, quels apports dans le développement des services financiers en Afrique. Je suis Stéphanie Souedjede, consultante en actuariat et finances digitales, et je suis particulièrement ravie de modérer ces échanges avec les trois experts qui ont accepté de partager leurs expériences avec nous et que je vous propose d'accueillir. Alors, nous avons l'honneur d'avoir avec nous Dr Eric Adja, président de l'Agence francophone pour l'intelligence artificielle AFRIA, qui est une fondation internationale basée à Genève en charge de la promotion des technologies du numérique et de l'intelligence artificielle en Afrique. Bonjour, Dr Adja. Dr Adja, vous pouvez s'il vous plaît activer votre micro. Oui, bonjour. Oui, soyez le bienvenu, Dr Adja. Merci, Madame Souedjede. Voilà, nous remercions vraiment le docteur Adja qui a tenu à participer à ce webinaire malgré une contrainte de vol dans 15 minutes. Et compte tenu de cela, nous allons faire intervenir principalement le docteur Adja au cours des 15 premières minutes de la discussion. Nous vous invitons donc à poser dès à présent vos questions adressées au docteur Adja dans le chat box pour qu'on les lui adresse. Alors, nous avons également comme panéliste M. Adamou Sambare, directeur général de Crédit Info West Africa, l'opérateur du premier bureau régional d'information sur le crédit des pays de l'UEMOA. Bonjour, M. Sambare. Bonjour, Madame Souedjede. Soyez le bienvenu. Merci. Nous avons avec nous M. François-Xavier Tokpanou, qui est entrepreneur en digital, promoteur de la solution digitale BluePass, qui aide les TPE et PME de la sous-région à se structurer en leur donnant les outils pour améliorer leur gestion et faciliter leur accès au financement. Bonjour, M. Tokpanou. Bonjour, Madame Souedjede. Soyez le bienvenu. Merci beaucoup. Nous remercions nos panélistes d'avoir bien voulu nous honorer de leur présence et nos échanges s'articuleront autour de trois axes. Dans le premier axe, nos panélistes nous aideront à mieux cerner l'intelligence artificielle, la biométrie et le big data et les défis qu'elles permettent d'adresser dans l'offre des services financiers en Afrique. Dans le deuxième axe, nous parlerons des prérequis à l'adoption de ces nouvelles technologies et les difficultés liées à leur émergence. Nous discuterons également des pistes de solutions pour favoriser le développement de ces technologies. Et dans l'axe 3, nous parlerons de la gestion des risques liés aux nouvelles technologies. Donc, avant de passer aux discussions, je vais faire un petit rappel des dispositions pratiques du webinaire. Donc, pour information, ce webinaire est enregistré et sera publié sur le site de Digital Frontier Institute et sur YouTube. Nous aurons 2 séances de questions-réponses. Une première séance dans une quinzaine de minutes au cours de laquelle nous poserons au Dr Adja les questions qui lui sont destinées avant qu'il ne parte prendre son vol. Et nous aurons une deuxième séance de questions-réponses à la fin de la discussion avec nos 2 autres panélistes. Alors, chers participants, nous vous invitons à poser au fil des discussions vos questions à l'endroit des différents panélistes dans le chat box. Et veuillez, s'il vous plaît, préciser vos noms, prénoms, le panéliste à qui la question est adressée et votre email, afin que nous puissions répondre à la suite du webinaire à toutes les questions qui n'auraient pas été adressées pendant la session. Donc, ceci dit, nous allons passer à la discussion. Donc, comme je vous l'expliquais, compte tenu de la contrainte de vol du Dr Adja, dans un premier temps, nous échangerons exclusivement avec lui et il partagera avec nous ses expériences. Donc, vous pouvez déjà poser vos questions dès qu'on lance la discussion vous pouvez poser vos questions dans le chat box. Alors, notre première question pour le docteur Adja, c'est de savoir qu'est-ce que l'intelligence artificielle et quelle contribution cette technologie peut apporter au développement des services financiers en Afrique. Docteur Adja, vous avez la parole. Votre micro est muté.
Voilà, c'est bon. Maintenant, docteur Adja, vous pouvez y aller. Merci, Madame Sodjoede. Je voudrais vous remercier, ainsi que Monsieur Lokossi, Maxime, et votre institution DFI pour cette initiative que je trouve très intéressante. Je voudrais aussi saluer mes copanélistes, M. Sambaré et M. Topanou, qui ensemble, nous allons pouvoir contribuer à faire avancer la discussion sur le thème que vous avez retenu, celui de l'intelligence artificielle. Je salue également tous les participants qui sont connectés en divers points d'Afrique et du monde. Je salue mes collègues et collaborateurs de l'AFRIA qui sont connectés aussi ce matin. Et comme vous l'avez rappelé, je suis entre deux vols actuellement à l'aéroport, mais vu l'importance du sujet, j'ai voulu passer quelques minutes avec vous pour parler surtout effectivement de l'intelligence artificielle qui se définit en fait comme un ensemble de technologies permettant à la machine en fait d'imiter le raisonnement humain en utilisant une grande masse de données pour pouvoir réaliser des opérations que le cerveau humain, que l'esprit humain aurait de la peine à réaliser dans le même laps de temps. C'est pourquoi on parle d'intelligence artificielle, parce qu'il s'agit d'imiter l'esprit humain, en fait. Vous voyez, mais avec les algorithmes, avec un certain nombre de programmes qui permettent d'accélérer le calcul. Et comme vous le savez, l'intelligence artificielle n'est pas une science nouvelle. C'est pas, déjà dans les années 50, le mathématicien Alan Turing a permis de décoder un certain nombre de programmes dans le cadre de la Seconde Guerre mondiale, qui a permis aux Alliés d'avoir une victoire décisive dans ce contexte. C'est dans ce contexte que vraiment l'intelligence artificielle est née, c'est-à-dire dans le contexte d'un programme mathématique et d'un programme justement de développement de certains outils de codage et de décodage. Alors justement pour les services financiers, l'intelligence artificielle peut avoir un grand intérêt parce que contrairement à l'image qu'on a, c'est-à-dire l'image de robots qui menaceraient d'envahir l'espèce humaine, on n'en est pas encore là pour rassurer certains. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle, c'est d'abord des programmes vraiment d'apprentissage, on parle d'apprentissage profond, deep learning, pour permettre à la machine, en fait, sur la base d'une grande masse de données, de pouvoir faciliter des opérations. Alors, dans le système financier, par exemple, aujourd'hui, l'IA est déjà en activité. Par exemple, dans le domaine de tout ce qui est monétique, tout ce qui est gestion des cartes bancaires, des autorisations d'opérations, vous voyez, par voie électronique, de plus en plus de banques, de plus en plus de systèmes financiers utilisent des applications d'intelligence artificielle pour faciliter la validation des opérations bancaires à distance. Vous voyez, que ce soit même déjà au niveau de nos téléphones, de pouvoir valider des opérations par les empreintes digitales. Vous voyez, cela relève déjà non seulement de l'informatique de base, mais d'un certain niveau de programmation qui fait appel déjà à l'intelligence artificielle. Vous voyez? Alors, pour être tout à fait concret, pour les personnes des services financiers et bancaires qui nous écoutent, en réalité, nous sommes déjà en plein dans l'utilisation de l'intelligence artificielle pour la facilitation des services financiers, surtout des services à distance, des opérations, vous voyez, permettant, par exemple, aux différentes banques, enfin, des opérations interbancaires de transfert de fonds, tout ce qui concerne vraiment les aspects de traitement des échanges financiers à distance nécessite de plus en plus d'outils informatiques, de modélisation qui permettent de faciliter et d'accélérer le traitement en fait des échanges bancaires. Voilà ce que je pourrais dire, puisque je crois par question, il y a un temps de, je crois, 3-4 minutes, donc je pense pouvoir m'arrêter là en attendant les autres questions. D'accord, merci beaucoup, docteur Adja, pour vos précisions. Et effectivement, vous avez donné quelques exemples de ce qui se fait de façon concrète en Afrique et vous avez contribué à la mise en place et à la coordination de plusieurs projets innovants liés au numérique en Afrique francophone. Est-ce que vous pouvez
nous en parler davantage et nous dire où en est l'Afrique francophone actuellement quant à l'adoption de l'intelligence artificielle, nous donner peut-être des exemples de ces projets sur lesquels vous avez travaillé ou d'autres actions dont vous avez connaissance. Je vous remercie. Comme vous savez, effectivement, avant de présider la FRIA, j'étais d'abord directeur du numérique au sein de l'Organisation internationale de la francophonie. Et là, nous avons eu des grands projets, effectivement, du numérique pour les pays francophones, notamment le Fonds francophone pour l'innovation numérique, qui a permis à beaucoup de jeunes francophones de plusieurs pays comme la Côte d'Ivoire, le Gabon, le Niger, le Mali, de développer des applications concrètes dans le cadre de certains concours, des concours d'applications numériques qu'on appelait les hackathons, c'est-à-dire pendant une période donnée, 24 à 48 heures, des jeunes se réunissent pour inventer des solutions en temps réel à des problèmes techniques, vous voyez. Et là, grâce à l'OIF, beaucoup de jeunes, en tout cas, ont pu développer des applications, faire monter ces applications à maturité. Et c'est aussi l'occasion de souligner cette formidable créativité et innovation de la jeunesse africaine, actuellement sur les enjeux du numérique. Il est vrai que les pays anglophones comme l'Afrique du Sud, le Kenya, le Rwanda et d'autres sont bien avancés, mais les pays francophones aussi avancent, mais peut-être communiquent moins, et ça c'est un enjeu aussi important, parce que par exemple à Lomé, nous avons travaillé avec l'incubateur OELab qui fait vraiment des prouesses et qui réunit des jeunes pour développer un certain nombre d'outils d'application. Mais ce genre d'initiative a besoin davantage d'être renforcé par les pouvoirs publics, par les gouvernements, et aussi, surtout, ont besoin de plus en plus d'être mis en avant, vous voyez, pour pouvoir être connus et pouvoir aller de l'avant. Au Sénégal aussi, beaucoup de jeunes Sénégalais vraiment font des prouesses dans le domaine informatique. Et non seulement, en fait, il y a 3 niveaux. Il y a les universités, avec de plus en plus de jeunes qui avancent à ce niveau-là, c'est-à-dire avec des formations de moins en moins théoriques, mais de plus en plus pratiques, des formations dans le domaine informatique. Il y a ce qu'on appelle aujourd'hui les centres de formation, non universitaires, mais qui donnent des programmes de formation. Et puis les jeunes qui sont eux-mêmes, disons, autodidactes, qui créent leur entreprise et puis qui essayent de développer un certain nombre d'applications. Donc, pour tout vous dire, il y a un réel boom du numérique en Afrique, mais qui mérite, d'être mieux connu, mieux développé, mais de 2, surtout mieux soutenu par les autorités, par les pouvoirs publics, qui se dotent de plus en plus de stratégies numériques, avec des ministères en charge du numérique, dont beaucoup d'ailleurs sont dirigés par des femmes, c'est important de le souligner, le rôle des femmes dans le numérique en Afrique, des femmes et des jeunes filles, qui est à encourager, et surtout le besoin de financement des start-up. Des start-up, en francophonie, on parle de jeunes pousses, pour ne pas toujours employer le mot start-up. Alors, donc, ces jeunes pousses ont besoin d'être encouragés, et surtout, nous souhaitons plaider pour que ces jeunes pousses soient encouragés par les chambres de commerce et d'industrie. Parce que dans nos capitales, il y a beaucoup de chambres de commerce, mais on sent qu'il manque un lien entre ces jeunes entreprises et les chambres de commerce qui sont déjà constituées d'entrepreneurs déjà installés. Vous voyez? Donc là, on pourrait proposer des choses concrètes pour que le numérique avance en Afrique, qu'il y ait vraiment que le secteur privé puisse encourager ces jeunes pousses pour pouvoir se développer, comme dans les autres pays. Aujourd'hui, on aime bien parler des GAFAM, Google, Amazon et Facebook et autres, mais ils ont commencé petits, mais ils ont bénéficié d'appui surtout de la part aussi des pouvoirs publics, qu'on le veuille ou non. Beaucoup ont bénéficié, au temps d'Obama, il y avait ce qu'on appelle le Small Business Act, c'est-à-dire une loi qui a permis de développer les jeunes entreprises dans le numérique. Et ça, on pourrait le conseiller aussi aux chefs d'État africains, d'adopter des lois qui puissent favoriser la commande publique en faveur des jeunes, vous voyez, afin que les marchés soient accessibles aux jeunes acteurs du numérique, en facilitant la prise de participation de ces jeunes dans certains marchés publics pour pouvoir se développer et devenir des géants et devenir des majors.
qu'on le veuille ou non, les pouvoirs publics auront un grand rôle à jouer dans le développement, même du secteur privé. Même si on parle de libéralisation, il y a un rôle important du régalien. Et je crois que de plus en plus de pays le comprennent quand même, des pays comme le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Bénin, ainsi de suite, vraiment se dotent de politiques numériques. Et le Togo aussi, le Togo a une politique numérique assez proactive et importante parce que c'est une affaire de volonté politique, d'une part, et après d'engagement des secteurs publics, des secteurs privés aussi, et aussi du secteur bancaire et financier. Parce qu'on est aussi dans le cadre d'un webinaire aussi pour les services financiers. C'est important que les services bancaires et financiers puissent s'investir dans ce domaine. Et je voudrais terminer en donnant l'exemple de la Société Générale à Dakar, qui a ouvert vraiment toute une branche, vraiment une direction du numérique au niveau de la Société Générale. Je ne voudrais pas faire de la publicité, mais c'est un exemple très important qui mérite d'être souligné, c'est-à-dire que les banques elles-mêmes investissent dans l'innovation numérique, vous voyez, à travers des directions ou des antennes de développement de produits numériques pour l'Afrique. Et cet exemple de la Société Générale à Dakar vraiment est intéressant et mérite d'être salué. Voilà pour vous répondre. Merci beaucoup à vous, Dr Adja, pour ces informations très riches. Je ne sais pas si vous avez encore quelques minutes devant vous. On aimerait bien que vous nous parliez un peu des risques liés à l'adoption des nouvelles technologies, parce que là, dans votre intervention, vous avez aussi abordé le point des obstacles qu'il y a à l'émergence de l'intelligence artificielle, à comment lever ces obstacles. Est-ce que vous pouvez un peu nous parler des risques qui sont liés à l'adoption des nouvelles technologies et comment gérer ces risques? Avant de passer la parole au docteur Adja, je rappelle aux participants qu'ils peuvent déjà poser leurs questions au docteur dans le chat box, parce que le docteur va nous quitter dans peu de temps. Il a un vol à prendre. Nous vous prions, s'il vous plaît, de poser vos questions dès à présent. Merci. Docteur Adja, vous avez la parole. Oui, je vous remercie. Effectivement, je dois embarquer dans quelques minutes, mais la troisième question est tellement importante que je souhaite y répondre avant de partir, parce qu'il y a des risques. Effectivement, il y a des opportunités, comme je viens de le mentionner, n'est-ce pas? Mais il y a aussi des risques. Le premier risque, enfin, un des principaux risques, c'est la cybercriminalité. Vous voyez, beaucoup de pays ne sont pas encore prêts, beaucoup d'entreprises ne sont pas encore prêts à pouvoir faire face aux risques sécuritaires. Et ça, c'est important, surtout pour les banques et les institutions financières. Nous avons enregistré les mois écoulés beaucoup d'actes de piraterie au niveau de certaines banques en Afrique de l'Ouest surtout, parce que certains systèmes informatiques ne sont pas encore bien protégés. Vous voyez? Donc, le principal risque, c'est le risque vraiment de cybersécurité, et nous voulons vraiment plaider pour que les banques, les services financiers puissent davantage recruter des jeunes spécialisés en cybersécurité, qu'on puisse effectivement aussi en amont les former, ces jeunes-là dans les entreprises ou dans les universités. Mais c'est vraiment le principal risque, sans oublier le risque social d'exclusion de ceux qui ne sont pas, qui n'arrivent pas vraiment à être au même niveau de compétences techniques. On parle de risque d'analphabétisme numérique, et ça, c'est au niveau des pouvoirs publics, de faire en sorte que, à part les élèves et étudiants, que les services publics puissent aussi former les personnes d'un certain âge qui puissent avancer aussi au niveau du numérique. Mais ce qui est intéressant avec les smartphones, les téléphones intelligents aujourd'hui, de plus en plus de personnes, même analphabètes, arrivent à utiliser WhatsApp, arrivent à utiliser le vocal, et le téléphone a permis de faire un bond vraiment technologique important, parce que ceux qui ne savent pas écrire au moins arrivent à travailler avec le vocal, avec les enjeux oraux, donc c'est important. Et un autre risque qu'on peut voir, c'est parfois le risque de propagation de fausses nouvelles. On parle de fake news, c'est-à-dire de fausses informations ou d'informations qui ne sont pas justes. Et ça, c'est un risque important avec l'intelligence artificielle. Il y a des manipulations de l'information, vous voyez, que d'informations qui ne sont pas justes, que les gens commencent à transférer par Internet. Et c'est vrai qu'il faut avoir l'esprit critique, il faut vérifier. Sinon, aujourd'hui, certaines informations sont des intox
on parle aujourd'hui d'infox, c'est des infox, et je crois que c'est un des risques du numérique et de l'IA, c'est le risque de manipulation de l'intelligence, de restriction des libertés, des enjeux de vie privée, respect des données personnelles. Donc, nous devons accompagner les pays, et c'est un des rôles de l'AFRIA aussi, accompagner les États pour la protection des données personnelles sur Internet, la protection des libertés, pour que l'IA soit une IA humaniste qui respecte les droits de l'homme, qui respecte les droits des citoyens, qui respecte les libertés publiques et qui respecte l'éthique. C'est vraiment sur ces sujets-là que je voudrais terminer mon intervention en disant que les opportunités sont réelles, mais les risques aussi sont réels. Mais avec la formation, la vigilance numérique, les États peuvent avancer pour maximiser les opportunités et réduire les risques. Je vous remercie. Merci beaucoup à vous, Dr Adja, pour votre réponse. Nous avons quelques questions des participants, 2-3 questions. Est-ce que vous avez quelques minutes pour qu'on vous les pose? Oui, je pourrais en prendre peut-être une ou deux avant de partir. D'accord, merci. Donc, la première question est de M. Yves Bono qui demande à savoir quel lien vous faites entre l'intelligence artificielle et le machine learning. Oui, je vous remercie. En fait, le machine learning fait partie des nombreuses composantes de l'intelligence artificielle. En réalité, quand on parle d'intelligence artificielle, de quoi il s'agit? Comme je l'ai dit tout à l'heure, il s'agit en fait de traitement de grandes masses de données pour pouvoir exécuter des programmes, des commandes. Et le machine learning, en fait, c'est ce processus-là qui permet à la machine de pouvoir apprendre un certain nombre de procédés à travers le traitement des données importantes. On parle de deep learning, c'est-à-dire apprentissage profond par la machine. Donc, en fait, la machine learning, l'apprentissage machine est une composante, vous voyez, est une composante de l'intelligence artificielle. Ça fait partie des méthodes et des procédés de l'intelligence artificielle. Donc, c'est un lien en fait d'appartenance, puisque l'IA est beaucoup plus vaste et il y a différents degrés en fait dans l'IA, dont la machine learning est une des composantes. D'accord, merci beaucoup, docteur. La deuxième question est de M. Cedro Minson qui demande à savoir si vous connaissez des mécanismes de reconnaissance de l'empreinte vocale pour sécuriser des opérations ou des transactions. Et si oui, est-ce que vous croyez qu'elles pourraient compléter avantageusement les technologies de biométrie et de reconnaissance visuelle? Oui, merci. C'est une excellente question de mon ami Cedro Minson, que je salue au passage. D'ailleurs, je profite pour dire, c'est un des meilleurs spécialistes aujourd'hui, en tout cas de la diaspora africaine en matière d'intelligence artificielle. Et la question qu'il pose d'ailleurs est une question pointue qui prouve bien qu'il sait bien de quoi il parle. Effectivement, la reconnaissance vocale est un des éléments très importants qui peut permettre de sécuriser les transactions, que ce soit bancaires ou commerciales. Je n'ai pas sous la main d'exemples concrets, mais je pense que c'est une technologie qui se développe de plus en plus et qui pourrait intéresser d'ailleurs les participants banquiers ici présents. Et je pense que M. Cedro, en posant la question, a une idée précise là-dessus et les personnes intéressées pourraient effectivement se rapprocher de lui pour pouvoir avoir les éléments beaucoup plus concrets. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au-delà de la reconnaissance vocale, il y a la question aussi de la reconnaissance, enfin du traitement automatique du langage. Hein. On parle de tout ce qui est en fait TALN, c'est-à-dire le traitement automatique, tout ce qui est language processing. Donc, ce sont des aspects qui sont tellement importants aujourd'hui parce qu'avec la voix, la signature vocale est unique, un peu comme les empreintes digitales. Et il y a de plus en plus d'applications qui se développent dans ce domaine. Et je pense que M. Cedro est mieux placé d'ailleurs pour donner les exemples précis si vous avez l'occasion de pouvoir bénéficier de son savoir qui est vraiment très important dans ce domaine, avec beaucoup d'autres jeunes d'ailleurs qu'il a permis à l'AFRIA de rencontrer dans ce domaine-là. D'accord, merci docteur, merci à M. Cedro. Donc, je pense que dans le chat box, on a son email pour ceux qui voudront avoir plus d'informations avec M. Cedro. Une dernière question, s'il vous plaît, Monsieur Dr Adja. Oui.
C'est une question de M. Yves Bonou qui demande comment le Big Data contribue à l'efficience de l'intelligence artificielle, donc plutôt deux, et comment résoudre la question de la capacité de traitement. Je vous remercie. C'est une excellente question de M. Bonou. Effectivement, Big Data, en français, on parle de données massives. Vous savez, nous sommes l'agence francophone pour l'intelligence artificielle, donc nous essayons de valoriser la langue française, d'accord, dans le numérique, dans les termes et les concepts. Donc le Big Data, qui est un concept anglo-saxon, nous, en francophonie, on les appelle les données massives. Alors, les données massives sont un enjeu important de l'IA parce que sans données massives, il n'y a pas de traitement de données, donc il n'y a pas d'apprentissage profond, il n'y a pas d'apprentissage machine, donc il n'y a pas d'IA. Alors, le problème des big data, le problème que posent les big data ou les données massives, c'est les questions d'anonymisation des données, des questions, n'est-ce pas, de biais, parce que parfois, celui qui rentre les données parfois selon sa vision du monde. Donc, on a remarqué qu'il y avait des masses de données qui colportaient des biais, c'est-à-dire des préjugés parfois liés au sexe, des préjugés liés à la race ou des préjugés même sociaux. Donc, c'est important que les données massives, les big data, soient gérées de façon avec la neutralité nécessaire pour permettre une vision du monde qui soit juste. Alors, pour pouvoir les traiter, il faut beaucoup de capacités de stockage. Donc, il y a la question aussi de ce qu'on appelle, il y a la question des data centers. Et nous parlons de centres de données, de centres de traitement de données. Et le problème, c'est qu'en Afrique, il n'y a pas encore beaucoup de ces capacités de stockage. Vous voyez? Donc, c'est un des enjeux aussi, un enjeu non seulement informatique, technique, mais c'est un enjeu politique. Parce que là où vous mettez vos data, vos données, vous y mettez votre souveraineté numérique. Vous voyez? Et là, le problème, c'est que beaucoup de pays, beaucoup de gens, d'entreprises, ont leurs données à l'extérieur du pays. Vous voyez? Et donc, c'est un enjeu aujourd'hui. Nous pouvons inviter les entreprises ou les banques intéressées à pouvoir investir dans le stockage de leurs données sur les territoires de leur pays. Parce que c'est des enjeux de souveraineté. Parce que celui qui détient vos données détient en fait votre souveraineté, que ce soit au niveau individuel comme au niveau gouvernemental, au niveau national. Donc, ce ne sont pas des enjeux neutres, c'est des enjeux même non seulement économiques, mais des enjeux techniques et surtout politiques, juridiques, des enjeux de souveraineté nationale. Donc, c'est par là que je voudrais terminer, parce que l'Africa aussi a un rôle aussi politique, de sensibiliser les décideurs, les gouvernants, à pouvoir protéger leurs données, les données de leurs citoyens. Ça fait partie même maintenant des droits de l'homme, parce qu'on parlait des droits à la vie privée, mais les citoyens ont le droit justement de garder leurs données personnelles dans leur pays, afin que ce ne soit pas Google, Amazon ou autre qui puissent seulement traiter nos données. Sinon, nos pays risquent d'être livrés à ce qu'on appelle maintenant aujourd'hui les risques de colonisation numérique. Vous voyez, il y a des risques de cybercolonisation. Pour rejoindre d'ailleurs la deuxième question à laquelle j'ai répondu tout à l'heure, il y a des enjeux aujourd'hui où les pays ne voient pas qu'il se pourrait qu'il y ait toutes les données d'un pays détenues par une entreprise, vous voyez, aux États-Unis ou ailleurs. Donc, c'est important qu'on puisse aussi ouvrir les yeux pour voir que les big data ne sont pas que des enjeux techniques, mais c'est des enjeux de démocratie, des enjeux de souveraineté, des enjeux politiques. Et j'espère, je souhaite que nos gouvernants puissent être sensibilisés à ces enjeux pour pouvoir permettre à leurs citoyens d'avoir accès à des données protégées. Voilà ce que je pourrais répondre à M. Bonou et vous remercier, Mme Sodjede et DFI et toute votre équipe pour m'avoir invité, tous les participants et tous mes copanélistes que je vais devoir quitter, mais je sais que ce sont des personnalités brillantes que vous avez invitées et qui pourront aussi continuer le débat avec les participants. Je vous remercie et je salue aussi tous mes collègues de l'Africa qui sont connectés en ligne. Merci beaucoup. À bientôt, M. Lokossi, aussi Mme Sodjede. Voilà. Merci beaucoup, Dr Adja. À bientôt. Et bon vol à vous. Bon vol. Merci. Au revoir. Oui, au revoir. Oui, au revoir. Donc, nous remercions le Dr Adja pour son intervention. Nous avons bien noté qu'il y avait d'autres questions adressées au Dr Adja. Nous prions ceux qui ont posé les questions de bien vouloir indiquer leur email pour qu'après, qu'on puisse adresser ces questions au docteur
et leur envoyer les réponses. Merci à vous, chers participants. Merci pour votre compréhension. Et nous allons maintenant passer à la deuxième partie avec nos deux autres panélistes qui ont bien voulu être patients et je les remercie pour cela, pour leur patience. Et donc, nous allons aborder le premier axe à nouveau, parce qu'aujourd'hui, nous parlons aussi bien de l'intelligence artificielle que de la biométrie et du big data. Donc, nous tournons maintenant vers M. Sambaré. Monsieur Sambaré, est-ce que vous pouvez nous parler de la biométrie et du big data? C'est vrai que le docteur a un peu abordé la question, mais peut-être aller nous donner quelques précisions, quelques compléments sur le big data. Donc, nous parler de ces deux technologies et de ce qu'elles peuvent apporter comme solution pour améliorer l'offre de services financiers en Afrique et contribuer aussi à l'inclusion financière. Bonjour, merci Madame Sodjedi. Bonjour mes collègues panélistes. Je salue également donc, les participants donc, à ce webinaire et vous remercie donc, notamment à travers Digital Frontier DFI donc, de l'opportunité que vous nous offrez pour échanger sur ces sujets d'importance capitale, mais également pour également échanger avec vos participants dans ces domaines qui vont impacter la vie donc, de nos concitoyens. Effectivement, comme vous l'avez dit, M. Adja donc, effectivement, a parlé donc, du big data, mais également de la biométrie, qui sont des technologies qui ont eu à se développer au fil du temps. Donc la biométrie, je pense que nous sommes toujours tous habitués donc, à prendre donc, les empreintes digitales, notamment pour la confection des pièces d'identité. Et cette technologie, en tout cas par le bénéfice du développement donc, de l'électronique, s'est sophistiquée pour offrir des services, notamment dans divers domaines. Dans le domaine financier qui nous concerne, il y a d'abord la problématique de l'identification, l'authentification des utilisateurs au travers donc, de l'utilisation des empreintes digitales. Ça peut être aussi donc l'utilisation donc de la morphologie, donc l'image, pour authentifier une personne et pouvoir autoriser une transaction. Ça peut être également la voix donc, qui peut être utilisée pour l'authentification et automatiser, contribuer à l'automatisation des transactions. Et aujourd'hui, au niveau donc, de notre espace en Afrique, ces technologies ont déjà commencé donc, à faire leur preuve, à être utilisées, notamment au niveau des services financiers. S'agissant de la big data, donc, comme l'a dit M. Adja, donc nous sommes dans je crois que la plupart de nos participants sont des francophones, donc de l'utilisation de données massives. On assiste quand même à un développement important de la donnée et en termes de volume. Juste pour faire une comparaison, si on essaie donc de voir, par exemple, au cours de 2 dernières années, nous avons emmagasiné plus de données que ce qui a été fait pendant en tout cas, l'existence de l'humanité. Ce développement, il y a beaucoup de facteurs effectivement qui contribuent, notamment aujourd'hui l'utilisation de la téléphonie, l'utilisation des smartphones, des réseaux sociaux. Aujourd'hui, nous passons beaucoup de temps avec donc, nos téléphones. On a fait des images. Je ne sais pas, quand vous voyez souvent, dès qu'il y a un événement, chacun sort son téléphone et puis se met à prendre donc, des images, des vidéos qui sont postées, qui deviennent virales même parfois. Et donc, tout ça fait qu'aujourd'hui, il y a quand même une disponibilité en termes d'information qui est assez importante. Mais bien entendu, pour parler de Big Data, il faut quand même qu'il y ait un certain nombre donc, de conditions. Parce qu'on parle effectivement donc, de la règle de 4V, les volumes. Vous, à l'époque,
quand on parle de giga ou de mégaoctets, c'est quelque chose d'inimaginable il y a encore 20 ans. Et aujourd'hui, on n'est plus là à parler donc de giga, mais on parle donc de téraoctets, de pétaoctets, d'hexa, des zétaoctets, donc bon, qui sont des 10 puissance, vous voyez déjà avec le méga, on a 10 puissance 6, et aujourd'hui, c'est 10 puissance 21 pour le zétaoctet. Donc voilà, donc il y a effectivement l'effet volume qui est important. Nous avons également aussi donc la vélocité, donc vraiment la rapidité avec donc laquelle l'information donc est enregistrée, l'information est produite, et tout ça donc va contribuer à avoir effectivement un nombre important. Le troisième concept donc pour qu'on puisse parler de big data, c'est effectivement donc la véracité donc des données, parce qu'il faut que les données soient donc des données qui aient de la valeur, qui représentent un certain nombre donc de choses. Mais on a également donc le quatrième élément qui rentre en jeu, donc c'est la variété. Donc la variété des données, ça peut être du texte, ça peut être de l'image, ça peut être de la vidéo, ça peut être de fonds sonores, de toutes sortes d'informations donc, qui peuvent être structurées ou non structurées, et qu'il va falloir effectivement traiter pour pouvoir sortir donc, des éléments. C'est là où donc, je crois que l'intelligence artificielle peut aider et contribuer à tirer donc, de ce volume important d'informations quelque chose qui pourra servir en sous de pattern, c'est-à-dire voir le comportement d'une personne et puis faire donc des applications qui demain pourraient être utilisées au niveau du secteur financier, ou je peux prendre par exemple des données de localisation qui permettent donc de voir par rapport à, si je prends le cas d'un utilisateur de services financiers, de pouvoir combiner avec d'autres caractéristiques pour déterminer par exemple le profil de risque du client, ou même offrir des services de base, des services financiers qui devront permettre d'augmenter l'offre de services. On peut parler, par exemple, en termes d'utilisation. Aujourd'hui, certains établissements donc, de notre espace utilisent les chatbots, qui sont des éléments qui permettent d'avoir une meilleure communication et même de pouvoir faire un certain nombre de transactions bancaires à partir donc, de ce chatbox. Donc, ces technologies qui, je ne dirais pas de nouvelles, mais qui sont quand même des technologies émergentes, aident à développer une offre donc, de services financiers et sont déjà utilisés donc, dans notre espace, surtout avec le développement aujourd'hui donc, du mobile, de l'Internet, qui permettent d'avoir donc divers canaux d'échange et d'utilisation de ces services. D'accord, merci beaucoup, Monsieur Sambari, pour ces riches informations. Je vais maintenant me tourner vers Monsieur Topanou pour parler d'une problématique, voilà, une des problématiques de nos économies, qui est la question du financement des très petites entreprises et des PME, qui représentent quand même une part importante du tissu économique des pays d'Afrique francophone. Alors, notre question est de savoir comment est-ce que les nouvelles technologies peuvent contribuer à améliorer le financement des TPE et PME. D'accord. Merci, Madame Soedjede. Donc, je tiens à remercier tous les participants pour leur présence, ainsi que Digital Frontier pour nous donner l'opportunité de contribuer à l'échange. Alors, je pense que la question qui est posée est essentielle dans la mesure où la problématique du financement des TPE-PME est fondamentale dans nos pays. Pourquoi? Parce que nous retrouvons en fait dans des environnements où les TPE-PME représentent 90% de nos entreprises. Elles représentent parfois 80 à 90% des emplois et contribuent au moins à 50% donc du PIB, en tout cas pour ce qui concerne les pays d'Afrique francophone. Mais il y a un constat qui est réel, elles sont largement sous-financées.
et pour un certain nombre de raisons qui sont parfois évidentes, parfois moins évidentes. Mais le constat général, c'est que les TPE-PME africaines ne dépassent pas une durée de vie moyenne de 5 ans. C'est-à-dire que quand quelqu'un lance une entreprise, l'espérance de vie ne dépasse pas 5 ans. Pourquoi? Parce que souvent, elles sont peu structurées, donc elles n'ont pas les process qu'il faut pour pouvoir traverser et les bons temps et les mauvais temps. Donc, parce qu'elles sont peu structurées, elles sont sous-financées. Ça veut dire que les institutions financières, que ce soit les banques, les établissements de microfinance, ne leur font pas suffisamment confiance. Les entrepreneurs ont souvent d'excellentes idées, mais ils n'ont pas tout le temps les capacités de gestion parce que nous ne sommes pas dans un environnement, notamment en Afrique francophone, contrairement à l'Afrique anglophone, qui favorise en fait l'entrepreneuriat. C'est vrai que ça change depuis quelques années et ça, c'est un constat qui est réel, mais nous n'avons pas une culture de l'entrepreneuriat. Elle va sans doute se développer. Et donc, tout ça fait que malheureusement, ces entreprises ne sont pas suffisamment financées. Et puis, on se rend compte aussi que la grande majorité n'est pas en mesure de présenter donc, des chiffres fiables, donc des états financiers, en fait, tout ce qui concerne en fait, les éléments qui peuvent permettre de crédibiliser l'activité d'une entreprise auprès donc, de partenaires financiers. Je prends la situation de la Côte d'Ivoire. On estime en Côte d'Ivoire, par exemple, qu'il y a au moins 2 millions d'entreprises. Sur ces 2 millions d'entreprises, en 2018, je crois qu'il y avait à peu près 50 000 qui présentaient des états financiers au niveau de la DGI. Donc, vous imaginez un peu le gap qu'il y a et ça veut dire qu'on se retrouve face à une situation où on a des entreprises, des entrepreneurs, mais qui sont incapables d'aller chercher les financements. Et aujourd'hui, donc, le challenge, c'est d'être capable, à partir donc, du digital, à partir donc, des nouvelles technologies, d'aider à amener ces entreprises vers les financiers, de les aider à parler le même langage. Et l'idée, c'est déjà, première chose, et nous, en tout cas au niveau de Bluepass, c'est un peu ce que nous faisons. Nous avons développé une plateforme donc, de comptabilité, mais qui se veut en général une plateforme de gestion plus large, simple pour les TPE-PME, c'est de dire, OK, aujourd'hui, vous n'avez pas de solution de comptabilité, on développe une solution très simple qui n'a pas besoin, par exemple, que vous rentriez des imputations parce que vous n'êtes pas des comptables, mais à partir du moment où vous avez une affaire, vous êtes capable de facturer. Donc, si vous êtes capable de facturer, vous êtes capable de dire je vends, j'achète. À partir de là, vous êtes capable donc de dire, vous êtes capable donc d'introduire des données sur un système comme ça et de générer donc la base des états financiers, c'est-à-dire des journaux. Et à partir de ces journaux, on peut arriver à la production donc d'états, grands livres, balances, bilan, compte de résultats. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est d'être capable donc d'authentifier ces données-là. D'authentifier ces données parce que ces données doivent être produites à partir donc de factures réelles et pour que quand on amène cela vers les établissements financiers, elles aient un certain degré de confiance par rapport à la source des données, parce qu'on se retrouve trop souvent avec des données, avec de multiples jeux d'états financiers, même quand les états financiers existent. On peut se retrouver avec un jeu d'état financier auprès de la banque, un autre auprès des impôts, et ça, effectivement, ça casse la confiance des financiers. Ça c'est la deuxième possibilité. La troisième chose là-dedans, effectivement, je pense que c'est d'être capable, c'est d'être en mesure quand même d'utiliser donc l'intelligence artificielle et le big data pour améliorer le scoring pour les établissements financiers. Aujourd'hui, le scoring est devenu une obligation réglementaire et à partir du moment où on est capable donc de générer des données financières et des données statistiques
sur une certaine durée. Aujourd'hui, j'ai par exemple des sociétés associées qui ont développé donc des applications de scoring pour le secteur privé qui se nourrissent de données locales, qui, en Côte d'Ivoire, par exemple, qui utilisent donc des données de l'Institut national de la statistique sur le bilan des entreprises ivoiriennes sur les 10 dernières années. Et plus on sera capable donc de générer de la data, plus on sera capable de nourrir ces bases de données et donc d'améliorer le scoring de ces entreprises. Quatrième chose, là où effectivement, quatrième point, là où effectivement donc, les nouvelles technologies peuvent améliorer l'accès au financement, c'est quand même la facilitation de la décision de crédit dans la mesure où en s'appuyant effectivement d'un côté sur les données financières qui sont produites, sur la gestion donc des flux, des plateformes de gestion de flux financiers, que ce soit du mobile money ou que ce soit des wallets, ou encore sur l'information de big data qu'on peut collecter à partir des réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram, WhatsApp, sur les gérants des entreprises, on est capable donc on est capable de faire des demandes de crédit en ligne et on est capable d'obtenir des décisions immédiates plutôt que d'avoir à passer par des… Et là, je parle de montants relativement faibles. Et on est capable donc d'obtenir des décisions de crédit rapidement et de faire décaisser rapidement. Donc oui, en conclusion, je pense que l'apport des nouvelles technologies donc, dans le financement des TPE, PME peut être capital. Et nous, en tout cas, c'est un peu sur quoi nous travaillons chez BluePass. Donc, j'espère avoir répondu à la question. Oui, effectivement. Merci beaucoup, Monsieur Topanou, pour votre réponse. Avant de passer à la question suivante, j'aimerais rassurer nos participants. Donc, ceux qui ont adressé des questions au Dr Adja, notamment M. Sambo Ouedraogo, Dr Kossi Amessinou, nous avons bien noté vos questions et nous vous enverrons les réponses par email. Nous allons adresser ces questions au Dr Adja et veuillez indiquer, s'il vous plaît, vos emails pour qu'on vous envoie les réponses. Nous notons également la contribution très intéressante de M. Epiphane Kouassi, à la suite de l'intervention du Dr Adja, qui nous indique qu'en effet, c'est un point important, la question de souveraineté nationale, et qu'il faudrait encourager la mise en place de solutions nationales ou régionales. Il y a également beaucoup de questions adressées à nos deux autres panélistes, donc monsieur, préparez-vous. Il y a beaucoup de questions qui vous attendent. Mais avant, nous allons rapidement parler voilà, d'un autre aspect de la question de la compréhension des défis que les technologies permettent d'adresser, et notamment sur où nous en sommes. Alors, je vais m'adresser à M. Sambaré. M. Sambaré, on remarque qu'il y a beaucoup d'actions des institutions financières qui visent à capitaliser sur le potentiel du téléphone mobile et d'Internet. Et les fintechs sont également de plus en plus actifs dans le secteur financier, notamment dans les paiements et les transferts. Et face à ces dynamiques, il y a certains qui pensent que l'adoption des nouvelles technologies est déjà une réalité en Afrique francophone et d'autres, au contraire, se disent que non, que c'est plus qu'elles ne sont mises en profit en fait qu'en Europe, en Asie ou encore aux USA, surtout quand nous parlons de big data. Est-ce que vous pourriez nous dire où en sont réellement les acteurs des services financiers, notamment par rapport aux deux technologies, biométrie, big data? Le docteur Adja nous avait parlé quand même de l'état des lieux par rapport à l'intelligence artificielle. Est-ce que vous pouvez nous parler nous donner un panorama, un aperçu d'où en sont réellement les acteurs des services financiers en Afrique francophone et nous dire si vous pensez que les acteurs devraient renforcer leurs actions dans l'adoption des nouvelles technologies. Merci, Madame, pour cette question très pertinente donc, de l'adoption des nouvelles technologies dans nos pays francophones. Je dois dire que l'Afrique, de manière générale, a su faire vraiment un saut rapide dans l'adoption des technologies. Si on prend juste l'exemple
du développement donc, du mobile. Je crois que l'adoption donc du mobile a été plus rapide en Afrique qu'ailleurs. Et si nous prenons par exemple donc, les transactions financières donc, numériques, l'utilisation donc, des porte-monnaies électroniques ou des wallets donc, au niveau de mobile, l'Afrique a été également précurseur dans ce domaine. Et on peut citer l'exemple d'M-Pesa donc, en Afrique donc, de l'Est, au Kenya, les wallets mobiles donc, en Afrique centrale comme Orange Money, MTN Money ou Flows, qui ont eu quand même un développement assez fulgurant donc, dans notre espace francophone. Si je peux parler également donc effectivement, je crois que M. Adja et Panou avaient parlé du développement de technologies, de nouvelles technologies en Afrique anglophone, ou peut-être du fait donc de l'écosystème plus favorable. Donc, l'adoption de ces technologies ont été plus rapide et bien entendu, donc, les applications. Effectivement, qu'il s'agisse donc de big data ou de la biométrie, également donc de l'intelligence artificielle, il y a eu beaucoup donc, de développement donc, en Afrique, donc de manière générale. Monsieur Topounou en avait parlé tout à l'heure, notamment en tout ce qui concerne l'utilisation des données massives en termes donc, de scoring, qui permet en fait, bon, du fait donc de, comment dirais-je, la composition donc du tissu économique donc de l'Afrique, mais également du faible taux de bancarisation qu'on a dans nos pays. Il y a un nombre important de personnes qui peuvent être un peu exclues du système financier, de l'absence d'informations sur ces personnes, ou en tout cas d'utilisation de ces informations. Il a parlé notamment donc, de l'absence d'état financier pour, je crois qu'il a cité le cas donc, de la Côte d'Ivoire, pour une grande partie d'entreprises qui ne disposent pas d'état financier. C'est valable aussi pour les personnes qui travaillent beaucoup au niveau de l'informel, sur lesquelles on a une information, on a des informations, mais ces informations peut-être ne sont pas mises à disposition, ne sont pas traitées comme il se doit, pour pouvoir en tirer la quintessence et pouvoir offrir donc des services financiers tels que le scoring, pouvoir donc scorer une personne, dire que cette personne elle a un profil de risque qui lui permet donc de bénéficier d'un crédit. Donc, cela est possible aujourd'hui. Donc, il y a beaucoup donc, de fintech et même d'institutions financières qui ont mis en place des solutions qui permettent donc d'aller vers cette population juste en recueillant, par exemple, donc, les informations qui sont disponibles à partir de leur téléphone, puisque en Afrique, aujourd'hui, on a un taux de pénétration très élevé donc, de la téléphonie mobile, mais également des smartphones, où à partir donc, des informations sur comment dire, c'est déjà qu'on a les informations sur le téléphone mobile, les contacts donc, de la personne, les messages que la personne envoie, les transactions mobiles, la durée des appels, le nombre d'appels qui sont effectués, comment dire, les transactions sur le wallet mobile, et toutes ces informations-là sont une mine importante qui permet donc de pouvoir avoir un profil donc de ce client et offrir donc des services. Par exemple, au Kenya, c'est un service qui est très développé et en Afrique, au Nigeria également, donc il y a des solutions digitales, donc de crédit digital qui sont octroyées à partir donc de ces informations. Mais nous pouvons également exploiter aussi tout ce qui est information donc disponible sur les réseaux sociaux, qui devrait permettre donc d'avoir une meilleure connaissance donc du client et pouvoir donc octroyer du crédit à ces personnes-là sur la base de ces informations que nous recueillons et pouvoir définir un profil donc qui permet à ces personnes donc d'aller de les inclure de manière financière.
Mais bien entendu, au niveau donc de notre zone, c'est vrai que ce soit les fintech, mais également donc les institutions financières, on assiste quand même à un développement donc, de solutions qui sont pour lesquelles, par exemple, bon, il y a des grandes banques de notre espace qui organisent donc des concours de développeurs pour résoudre une problématique particulière ou pour offrir donc des services financiers. Et à l'issue donc de ces appels, donc, il y a des solutions qui sont promues et qui sont adoptées par l'institution pour offrir donc des solutions à leurs clients. Donc, bon, je pense que l'Afrique, en tout cas francophone, est en train de faire donc sa mue et on assiste à un développement assez important donc ces dernières années, des solutions donc basées sur le big data ou via la biométrie qui permet donc de résoudre la problématique de l'identification, mais également aussi de l'automatisation de ces transactions. Si je prends un exemple, donc, cette année, avec la pandémie donc, du Covid qui a fait que, bon, au niveau des agences bancaires, on a procédé par le confinement à des fermetures donc, des agences ou en tout cas à une réduction de personnes qui doivent être présentes sur les lieux. Le digital a permis quand même de continuer donc, les activités en permettant donc, aux clients, à partir donc, du mobile, de pouvoir avoir une interaction avec les services clients, mais également aussi de pouvoir faire des transactions. Et cela a été possible parce que, bon, il y a des outils qui permettent donc d'assurer une certaine authentification donc, des clients, de pouvoir gérer les transactions de manière sécurisée. Et tout ça donc a permis donc de réduire l'impact sur les transactions donc, financières de manière générale et de continuer donc à développer le business nonobstant donc la crise sanitaire qui a été donc constatée donc dans les différents pays et qui a impacté en tout cas la présence physique dans les agences bancaires ou ailleurs. D'accord. Merci beaucoup à vous, Monsieur Sambari, pour votre réponse. Je rappelle à nos panélistes qu'il nous reste 5-10 minutes pour les discussions avant de passer aux questions-réponses. Bon, il nous reste juste quelques questions et après, nous poserons les questions des participants. Alors, pour aborder rapidement le point des prérequis liés à l'adoption des nouvelles technologies, Monsieur Topano, je me tourne vers vous. La volonté des dirigeants et des managers des institutions financières est essentielle pour faire le pas vers l'adoption des technologies innovantes. Certains dirigeants ont été réveillés par la COVID-19, d'autres sont encore hésitants, surtout en ce qui concerne l'IA, le big data, la biométrie, qui peuvent paraître des fois trop sophistiqués. À votre avis, qu'est-ce qui pourrait être fait pour susciter cette volonté auprès des dirigeants? Merci, Madame Soedjede. Alors, ce que je vais dire d'abord, c'est qu'effectivement, il y a les dirigeants qui ont été réveillés, comme vous le dites, par la pandémie du Covid-19. Il y a ceux qui sont encore sceptiques, et ils sont sceptiques pourquoi? Parce qu'effectivement, ça peut paraître trop sophistiqué, ou bien les investissements pour y arriver sont trop élevés. Et aujourd'hui, les banques, les télécoms, elles sont bien conscientes qu'elles détiennent des données importantes. Les banques ne sont pas totalement conscientes des données qu'elles détiennent, ou bien, en fait, elles ont oublié qu'elles ont des données qu'elles détiennent, ou bien elles n'ont pas encore les solutions pour aller les chercher. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'aujourd'hui, malheureusement, auprès des banques, on a beaucoup de banques qui sont issues de groupes régionaux et qui vont décider d'investir seulement dans des domaines stratégiques à partir du moment où le groupe a décidé que ces investissements vont se faire. Alors, quand on parle de banques qui sont dans des groupes plus flexibles, ça peut aller plus vite, ou bien quand on parle de banques comme, je regarde aujourd'hui, je vois des groupes comme EcoBank où effectivement le digital tient une place importante,
ou bien certains autres groupes, je vois Coris Bank, je vois la Société Générale qui bouge beaucoup, mais on a beaucoup de banques qui effectivement ont une attitude plutôt attentiste. Alors, pour moi, je vais vous dire, il y a trois possibilités. Soit ça va être les pouvoirs publics à travers donc, la réglementation qui vont forcer les choses, ça c'est le premier élément. Soit effectivement, c'est parce que la qualité de portefeuille de ces institutions-là, parce qu'elles ne disposent pas des outils adéquats pour analyser les risques, parce qu'aujourd'hui les risques viennent de diverses sources, parce qu'elles ne disposent plus des outils adéquats pour analyser les risques. Donc, la qualité de leur portefeuille va s'éroder. Et à un moment, ils vont se rendre compte que c'est des investissements qu'il va falloir faire, ou bien alors, pour que les lignes bougent, donc il va falloir que ce soit la demande en termes de qualité de service de la part des clients. Aujourd'hui, quand on va vers certaines banques, on est capable d'avoir des décisions plus rapidement que dans d'autres. Ça veut dire qu'il y a des banques qui, sur le plan qualitatif, vont décrocher. Et à ce moment, si elles décrochent, ben, j'espère que dans leur analyse critique, elles vont être capables de déterminer qu'il faut mettre en place des solutions pour leur permettre donc d'aller beaucoup plus rapidement. Il y a un terme en anglais que j'aime beaucoup, mais c'est un terme qui tient à la rapidité de la décision, qui exprime la rapidité de la décision à un moment donné. Et je pense que c'est ça, en fait, c'est cette flexibilité, cette rapidité de décision qui font qu'à un moment, on est capable de prendre le lead sur le plan stratégique ou on reste des suiveurs. Et ceux qui vont suivre, à un moment, vont se faire décrocher. Donc, je dis soit les pouvoirs publics, soit le management des groupes, ou bien les clients. Alors, évidemment, il peut se trouver qu'on se retrouve face à une institution qui a vraiment la vision, qui a senti que la direction, en fait, que le futur, c'est vers l'intégration des nouvelles technologies dans la prise de décision pour finances financières, et qu'ils décident donc de faire ces investissements-là. Mais il ne faut pas oublier que ces investissements, souvent, sont lourds et qu'ils demandent, en fait, de transformer des organisations. Et in fine, le risque, c'est que, justement, la résistance se retrouve au niveau de la transformation de ces institutions, parce que tout le monde a peur du changement à un moment donné. C'est ce que je pourrais dire sur ce plan. D'accord, merci beaucoup, Monsieur Topouanou, pour votre apport. Je me tourne maintenant vers Monsieur Sambaré pour parler d'une question essentielle aussi. Et je vois dans le chat box qu'il y a beaucoup de questions concernant cela. C'est la question des données. Alors, les technologies dont nous parlons se nourrissent également de données pour l'élaboration de scoring de crédit, pour la détection de la fraude et autres. Or, la question de la disponibilité, la fiabilité et la qualité des données se pose. En termes de disponibilité, on pense par exemple aux difficultés rencontrées par les banques pour obtenir le consentement pour le partage des informations de leurs clients avec le Bureau d'information sur le crédit. Et d'après votre expérience, est-ce que la gestion des données telle qu'elle est faite actuellement par les acteurs des services financiers permet d'exploiter le potentiel des nouvelles technologies? Et sinon, quelles actions devraient mener les acteurs pour corriger les écueils? Monsieur Sambaré, vous avez la parole. Merci, Madame Solidi, pour cette question très pertinente relative à la donnée, parce que la donnée, comme on dit, c'est la richesse capitale, hein, donc c'est ça qui va faire donc la différence. Je dirais même c'est l'ordre d'aujourd'hui et de demain. Je crois qu'on l'a remarqué dans les interventions donc, de nos précédents panélistes, hein, sur l'importance donc de la donnée, mais également aussi donc de la qualité et de la fiabilité donc de ces données. Et tout à l'heure, bon, quand on parlait donc du big data, il y a cette notion donc de véracité de la donnée, parce qu'il faut que la donnée soit exacte
pour que nous puissions tirer quelque chose donc, de ces informations. Donc, vous l'avez également évoqué dans votre intervention relativement à la problématique donc, du consentement et la difficulté souvent pour recueillir donc, le consentement qui est l'élément fondamental qui permet aux institutions financières de pouvoir partager les informations avec les bureaux d'information sur le crédit. Aujourd'hui, la collecte effectivement du consentement, par rapport à des clients classiques, bon, il faudrait signer un formulaire. Bon, cela va aussi dans le cadre de la protection donc, des données personnelles. Mais si on pousse un peu plus loin avec le développement des services digitaux, où il faudrait recueillir donc, le consentement du client pour pouvoir accéder à une masse d'informations importante, il est primordial de pouvoir régler donc, le problème de l'identification, de l'authentification donc, du client. Et en ce sens, les acteurs devraient normalement travailler d'abord en amont sur l'identification de leurs clients, mais également aussi à travailler également sur la qualité donc, des données qui sont partagées par ces clients-là, pour que cette information puisse être réutilisable. Et si je prends un exemple donc, du cas de figure que nous avons au niveau donc, de notre zone, où on a, par exemple, à ce jour, dans les différents pays, nous ne disposons pas d'une identification unique d'un client au niveau d'une personne physique, j'en parle. Et même au niveau donc, des entreprises, souvent, on constate que l'information peut varier en termes d'identification. Ce n'est pas la même identification qui est utilisée au niveau donc, des impôts ou au niveau de la banque ou au niveau donc, des autres administrations ou des autres fournisseurs donc, de services. Donc, il va falloir vraiment qu'on puisse aller vers une harmonisation qui devrait permettre d'avoir cette identification du client qui devrait permettre derrière donc, de pouvoir raccrocher toutes ces informations à un même client. Il est également primordial en termes d'adoption de ces technologies que les acteurs, en tout cas, puissent investir suffisamment pour pouvoir tirer tous les bénéfices. Parce que c'est des technologies quand même qui nécessitent un niveau d'investissement important, mais qui derrière permettent aussi donc, de réduire donc, les coûts. Donc c'est vraiment, comment dirais-je, aujourd'hui on va vers une automatisation avec donc, des données fiables, mais le coût donc, de l'investissement il est peut-être amorti au bout de 1 ou 2 ans. Et donc, ça permet derrière, donc, de pouvoir bénéficier de ces avantages, donc, de ces nouvelles technologies. Donc, l'investissement est donc important, mais il faut également aussi avoir aussi donc, des infrastructures qui vont avec, puisque, comme on l'a dit, donc, le volume donc, de données nécessaires donc, à ces nouvelles technologies croissent donc de manière exponentielle, puisque d'une année à l'autre, donc c'est multiplié par un facteur 1000, voire même plus. Donc, il faudrait suffisamment donc, des infrastructures pour pouvoir stocker donc, ces données, pouvoir donc les partager, c'est-à-dire avoir une connectivité, d'où l'intérêt d'avoir donc des réseaux d'interconnexion, ça peut être Internet ou d'autres types donc, de réseaux, qui devraient permettre donc d'avoir accès facilement donc, à ces données, de pouvoir les mettre à disposition. Et donc, tout ça devrait pouvoir contribuer à une meilleure adoption donc, de ces technologies au bénéfice des institutions financières, mais également de l'ensemble donc, des parties prenantes. D'accord, merci beaucoup à vous, Monsieur Sambari, pour ces informations. Nous allons poser une dernière question à chaque panéliste sur les risques avant de passer aux questions des participants. Je vous prie, chers panélistes, de bien vouloir consacrer 1 ou 2 minutes à chaque réponse pour que nous ayons assez de temps pour répondre aux participants. Alors, je me tourne vers vous, Monsieur Tokpanou. Quels sont les risques liés à l'adoption des nouvelles technologies?
C'est vrai que le docteur a déjà abordé certains risques. Est-ce que vous auriez des compléments sur d'autres risques qui n'auraient pas été évoqués et surtout comment gérer ces risques? En tout cas, merci beaucoup pour la question. Je pense qu'effectivement, la question sur les risques est primordiale et elle peut constituer, en tout cas, y répondre, tout au moins partiellement, peut constituer un moyen de faciliter l'adoption de ces nouvelles technologies. Effectivement, il y a deux risques essentiels selon moi, hein. Il y a effectivement l'aspect cybercriminalité dont a parlé le professeur Adja, le docteur Adja un peu plus tôt lors du webinaire. Et cet aspect cybercriminalité, je pense qu'aujourd'hui, de toute manière, on ne parle pas aujourd'hui de solutions numériques sans adresser donc la partie cybercriminalité. Et je pense qu'au-delà d'être un risque, ça constitue une opportunité de formation aussi pour pas mal de jeunes qui veulent s'impliquer dans le numérique, parce que je pense qu'effectivement, avec un environnement de plus en plus numérique, il va falloir dans notre environnement des personnes qui sont les gendarmes en fait du système. Et je pense que ça va constituer des opportunités d'emploi ou de business pour des jeunes et des entrepreneurs. Ça, c'est le premier élément. Et puis, le deuxième risque essentiel, c'est celui qui est lié à la protection des données à caractère personnel, notamment en ce qui concerne… Pour ce qui est des entreprises, pour moi, et je vais vous dire en tant qu'ancien banquier, à partir du moment où une entreprise fait appel au crédit pour se financer, elle doit jouer le jeu et elle doit s'assurer d'être le plus transparente possible. Mais en ce qui concerne donc les particuliers, il y a un véritable enjeu donc, de protection des données à caractère personnel. Et je sais que par rapport à cela, il y a des États qui ont mis en place des lois, mais les lois ne suffisent pas. Il faut être capable donc, de les implémenter. Et par rapport à cela, je pense que il va falloir qu'il y ait des institutions un peu plus fortes et que les États se dotent d'outils de plus en plus forts pour s'assurer qu'il n'est pas fait un usage abusif en fait des données que les particuliers mettent sur le système, et notamment pour accéder au crédit. Et par rapport à cela, je pense que ce dont le docteur a déjà parlé également, l'anonymisation des données est très important. C'est même capital, parce que personne n'aimerait que ces données personnelles, ces données privées puissent se retrouver, notamment sur les réseaux, notamment tout ce qui concerne vraiment les données sur le genre, les données sur relatives à la santé. Or, il se trouve que pour obtenir du crédit, parfois, on demande des informations relatives pour que les assureurs puissent couvrir ces risques-là. Et donc, la problématique d'anonymisation est vraiment importante. Et puis, l'autre risque, c'est quand même, et là, je pense que c'est vrai, je suis entrepreneur dans le numérique, mais il faut quand même, malgré tout, conserver un équilibre entre s'appuyer sur les systèmes numériques et s'appuyer sur l'analyse humaine. Et c'est en combinant les deux, réellement, à mon avis, qu'on est capable donc de faire un très bon usage donc, de ces solutions, parce que personne ne veut d'une société totalement digitalisée. En tout cas, ce n'est pas le modèle de société que je souhaite. Merci beaucoup. D'accord, merci à vous, Monsieur Tokpanou. Alors, dernière question pour Monsieur Sambaré. Monsieur Sambaré, face aux différents risques, comment vous pensez que les régulateurs du secteur financier pourraient intervenir pour encourager l'innovation tout en assurant une bonne maîtrise des risques? Merci, Mme Soudjedje, pour cette question très importante du rôle donc du régulateur pour accompagner l'innovation. Je pense que bon, la première donc, des choses, c'est que le régulateur doit contribuer à mettre en place un écosystème donc, qui favorise l'innovation. Parce que parfois, on constate que la technologie avance plus vite que, je ne dirais pas la régulation en tant que telle, mais en tout cas les textes réglementaires
qui régissent donc ces nouvelles technologies. Je pense que M. Tokpono en avait parlé tout à l'heure, donc la problématique de la protection des données à caractère personnel, qui est quand même un élément fondamental hein, pour accompagner cette digitalisation et aussi donc la liste d'usage, mais également donc la production des données massives qui sont faites à tous les niveaux, donc que ce soit au niveau des personnes, au niveau des entreprises. Donc, il faudrait encadrer l'utilisation donc de ces données-là. Et quand je parle donc d'accompagnement, donc je vois également au niveau des services financiers, par exemple, il serait judicieux que en tout cas dans notre espace francophone, comme cela a été fait dans certains pays, de pouvoir disposer d'un identifiant donc d'accès aux services financiers, aux services bancaires de manière générale, un identifiant qui permettrait donc à tous les utilisateurs de pouvoir avoir donc cet élément qui va faire le lien, parce que aujourd'hui, si je prends une personne, bon, si je suis un opérateur télécom, le numéro d'abonné, donc c'est le numéro donc de l'abonnement donc de l'opérateur. Au niveau de la banque, il y aura un numéro donc de client. Chez le fournisseur d'eau, d'électricité, il va avoir aussi un numéro d'abonné. Bon, parfois, effectivement, on utilise le numéro de la pièce d'identité. Cette pièce d'identité, par exemple, bon, le numéro n'est pas unique dans tous les pays. Et donc, il est important, ou même, je veux dire, que quand, surtout dans un espace aussi intégré que dans notre, en tout cas, en ce qui concerne le pays donc, de l'Afrique de l'Ouest, où un Béninois peut se retrouver donc, au Togo, ou un Nigérien en Côte d'Ivoire, ou un Sénégalais au Mali, et vice-versa. Donc, une fois que vous êtes là-bas, vous allez utiliser d'autres types de pièces d'identité qui peut être le numéro d'une carte consulaire ou le numéro de passeport, bon, qui sont vraiment donc des éléments. Et on devrait pouvoir, en tout cas le régulateur devrait y travailler pour qu'on puisse disposer donc de cet identifiant unique qui peut être utilisé de manière transfrontalière et servir en tout cas d'agrégation pour tous les besoins en matière d'usage qu'on est amené à faire sur les personnes physiques. L'autre chose également, je crois que ça a été évoqué, mais c'est également aussi au niveau donc, de la régulation, toujours aller aussi vers cette souveraineté donc, des données, puisque le fait donc, de disposer d'informations données, c'est capital. Et au niveau donc, des États, on doit tout mettre en œuvre pour que les infrastructures soient développées pour que les données puissent être sauvegardées et stockées dans l'espace national ou en tout cas l'espace régional pour assurer une meilleure protection des consommateurs. D'accord. Merci beaucoup à vous, M. Sambaré. Merci, M. Tokpanou, pour vos réponses. Nous allons maintenant passer aux questions des participants. Nous avons beaucoup de questions et donc je vous prie, chers panélistes, de bien vouloir consacrer un maximum d'1 minute par réponse pour que nous puissions traiter le maximum de questions. Alors, la première question est de M. Amessinou et est adressée à M. Tokpanou. Et M. Amessinou voudrait savoir, voilà, à quand la mise en place des donateurs privés qui financeraient des jeunes à fonds perdus? Voilà la question, M. Tokpanou. Alors, la question est excellente et elle est essentielle. Et je pense, on a parlé tout à l'heure d'indépendance numérique, mais je pense que la question du financement des startups, essentiellement, est une réelle question d'indépendance numérique. Je suis d'avis, hein, et très humblement, qu'on ne peut pas se permettre de monter des startups et de passer notre temps à laisser des investisseurs étrangers y mettre leur argent. Nous aussi, nous devons faire notre part. Je pense qu'un des volets qui manque dans le financement donc des PME, des TPE et des startups, c'est vraiment que les investisseurs locaux y consacrent une partie
de leurs fonds à risque. Mais je pense que la prise de conscience ne s'est pas encore faite et qu'il y a une autre génération d'investisseurs qui arrive, qui en a conscience, dont je fais partie, j'espère. Et en tout cas, à titre personnel, c'est des projets sur lesquels je travaille et j'espère que dans les 18 à 24 mois, en tout cas, à titre personnel, on aura pu mettre des fonds en place pour y arriver. Mais je ne suis pas le seul, hein, je ne suis pas le seul. Mais pour nous, c'est vraiment une question importante parce que les banques aussi, ce n'est pas forcément leur rôle de prêter, hein, aux startups et aux TPE-PME parce qu'elles ne sont peut-être pas totalement outillées pour le faire. Voilà. Voici comment je pourrais répondre à cette question. Merci beaucoup, Monsieur Tokbanou. Prochaine question, elle est adressée à Monsieur Sambaré. C'est une question de Monsieur Cedro Menson et qui voudrait savoir si vous connaissez des sociétés bancaires financières utilisant des chatbots vocaux en français ou en anglais, voire en langue locale, en extraction de données. Et il demande si c'est une piste considérée comme crédible et fiable à court ou moyen terme par les établissements financiers, et sinon pourquoi? Bon, ça fait beaucoup de questions en une, mais bon, 1 minute s'il vous plaît, je sais que c'est compliqué, mais bon, okay. Vous avez la parole. Ok, merci. Effectivement, donc, il y a effectivement des institutions financières qui utilisent donc des chatbox vocaux ou textuels. Bon, je pense que il y a le cas donc, de UBA qui utilise un chatbot qui s'appelle Léo pour ses services donc, de transactions financières. C'est sûr que sur la partie effectivement vos développement donc, de ces services, ça nécessite donc d'avoir quand même donc, des outils. Mais également aussi d'investir beaucoup donc, sur l'IA pour développer donc, des services complémentaires. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Sambaré. Merci d'avoir fait l'effort de tenir dans la minute. Il y a une autre question qui vous est toujours adressée, Monsieur Sambaré. Est-ce que les technologies Big Data et intelligence artificielle sont utilisées ou envisagées au niveau du bureau d'information sur le crédit pour améliorer la qualité des produits mis à la disposition des banques de l'UEMOA, notamment en matière de crédit digital? Oui, parce qu'en fait, le bureau d'information sur le crédit de l'UEMOA est opéré par Crédit Info West Africa, qui fait partie donc d'un groupe Crédit Info qui est présent dans d'autres pays, notamment donc en Europe et puis en Afrique, donc dans d'autres pays où ces solutions sont déjà mises en œuvre. Notamment en termes donc, de scoring, donc il y a l'utilisation par exemple, de machine learning et du deep learning, donc qui sont des algorithmes utilisés pour améliorer donc les services qui sont offerts. Mais également en termes aujourd'hui donc de Big Data, nous avons un projet au niveau donc de la zone, parce qu'il faut noter également qu'au-delà donc des données financières des banques et puis donc des institutions de microfinance, aujourd'hui nous avons également toutes les données donc, des grands facturiers, y compris donc, les opérateurs télécoms, qui sont mis à notre disposition pour lesquels donc, le traitement nécessite également d'avoir donc, des algorithmes sophistiqués dans ce sens. Et nous disposons également aussi donc, de solutions qui permettent donc, de traiter toutes les informations qui peuvent être disponibles au niveau donc, du mobile et avec donc, des partenariats avec des opérateurs, on peut avoir donc, un volume donc, de données beaucoup plus important. Nous avons également aussi donc, comment dirais-je, un outil donc, de score psychométrique qui est basé en fait sur des caractéristiques physiques donc, qui peuvent également nécessiter donc, d'avoir accès donc, à traiter donc, des volumes importants donc, des données. Et bien entendu, avec au niveau du groupe, donc il y a certaines informations donc, des réseaux sociaux qui peuvent être traitées
et contribuer, donc, comme je l'ai dit, à scorer donc, ce qu'on ne peut pas scorer à partir donc, des données qu'on a déjà à notre disposition, mais également aussi ce qui est du domaine donc, informel. Donc, il y a des usages et des produits qui ont été développés dans d'autres régions qui pourraient bénéficier donc à l'humour. D'accord, merci Monsieur Sambari pour votre réponse. Question suivante adressée à Monsieur Tokwanou. Question de Monsieur Kossi Amessinou. Beaucoup de chercheurs ont démontré que le modèle des prêts a déjà montré ses limites au service du développement des toutes petites entreprises. Qu'en pensez-vous? J'avoue que je suis d'accord, je crois que j'en ai parlé un peu plus tôt. Prêt pour les toutes petites entreprises, oui et non. Je pense que ce qui conviendrait réellement, on parlerait effectivement peut-être de microcrédit, et puis d'être capable surtout de renforcer les fonds propres de ces entreprises pour leur laisser le temps de grandir. Pourquoi? Parce qu'une petite entreprise, c'est en général une entreprise qui commence. Et à ce moment-là, il faut qu'elle soit capable d'avoir accès à des fonds qui vont lui permettre de traverser les premières années qui sont les plus difficiles. Et c'est là que je parlais un peu plus tôt d'être capable d'accompagner ces entreprises à travers des fonds qui sont des fonds d'amorçage, ok, et qui leur permettraient sur les 4-5 premières années de grandir et d'atteindre une taille qui après cela leur permettrait d'accéder aux prêts. Mais aujourd'hui, les fonds de private equity, ça ne les intéresse pas. Et dans notre système, dans notre environnement financier, il n'y a pas de fonds de capital risque qui prennent ces petits projets-là dès le départ. Et donc, pour moi, en fait, c'est là qu'il y a une opportunité pour des fonds qui voudraient s'installer. Bien entendu, c'est beaucoup plus risqué, mais je pense que c'est possible effectivement de mettre en place des process à partir du moment où on peut comprendre quelles sont les problématiques, quels sont les risques, qu'on puisse mettre des process pour pouvoir accompagner ces entreprises dès le départ et qu'on s'assure donc de la qualité, de la fiabilité et de la faisabilité de leur business plan. Mais ça demande de passer du temps là-dessus. On ne peut pas juste survoler la question. Donc, c'est un débat qui peut être très long. Mais effectivement, juste le prêt, dès qu'il y a donc des turbulences, effectivement, une petite entreprise peut se retrouver très facilement en difficulté, ne serait-ce que parce que on a vu que quand il y a eu le Covid, les entreprises qui avaient le plus de chances de survivre, c'est celles qui avaient les matelas de liquidité les plus importants. Ces entreprises-là n'ont pas des matelas de liquidité importants. Okay. Merci pour votre réponse, Monsieur Tokwanou. La question suivante vous est adressée. Alors, c'est une question de Monsieur Sejro Mensan qui vous dit bravo, Monsieur Tokwanou, pour votre solution et qui demande si cette solution est également bien reçue des deux côtés, organismes de crédit comme entreprise, et comment améliorer cette adoption. Et il demande quelles sont les pistes sur lesquelles vous vous orientez. Voilà, je sais qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais 1 minute, s'il vous plaît, pour votre réponse, Monsieur Tokwanou. Il y a énormément de choses à dire. La question principale sur laquelle nous travaillons, c'est l'adoption par les organismes, les institutions financières, banques et organisations de microfinance. Okay. Et d'ailleurs, nous sommes dans la période où nous les rencontrons pour établir des partenariats, parce qu'effectivement, pas mal d'entre elles ont un déficit d'information important sur ces TPE-PME. Okay. Ce dont nous sommes rendus compte auprès des TPE-PME, c'est que justement, eux aussi sont en demande d'informations sur là où ils en sont, informations financières, mais aussi informations sur les process. Et d'ailleurs, nous avons décidé à partir de là aussi de développer des solutions métiers qui seraient connectées à la plateforme de gestion. Donc, en fait, on serait par exemple, on prend tailleur couturière.
on est en train de travailler sur une première solution métier qui gérerait tout le métier et qui permettrait donc de développer, d'arriver à des états financiers. Maintenant, nous n'avons pas fait de vraie approche vis-à-vis des pouvoirs publics parce que moi, j'ai toujours eu l'approche selon laquelle on peut… C'est le secteur privé qui va démontrer l'utilité d'un outil ou d'une solution, et c'est la démarche dans laquelle nous sommes. De toute manière, je pense que c'est une démarche qui va être longue, et en tout cas, on s'est préparé à ce que qu'on soit capable de tenir pour cette durée-là, même si ça devait prendre je ne sais pas combien d'années, on est préparé à tenir. Donc, en tout cas, merci beaucoup pour les encouragements. Et s'il a des idées, on pourrait échanger là-dessus. D'accord. Merci beaucoup, M. Topanou. Alors, question suivante pour M. Sambaré de Mme Awa Soulé. La question est la suivante. Sachant que nos populations éprouvent une réticence quant à l'usage qui est fait de leurs données, surtout quand il s'agit du domaine financier, quelles sont les mesures mises en place dans l'UEMOA pour favoriser le consentement des usagers pour la collecte de données dans le cadre du Big Data? Merci, Madame, pour cette question. Effectivement, dans nos pays, donc, il y a des réticences souvent même sociales, sociales et culturelles. Déjà, donc, le fait donc, de faire recours à un prêt ou à un crédit, dans certaines sociétés, c'est quelque chose qui est très mal perçu, à plus forte raison que de donner son consentement pour que ces éléments-là soient mis à la disposition des autres institutions financières. Je pense que bon, il y a quand même des mesures d'accompagnement qui sont mises en place en termes de sensibilisation, parce que le partage de ces données-là est surtout à l'avantage du client, du bénéficiaire lui-même. Parce qu'une fois que ces informations sont disponibles au niveau du bureau d'information sur le crédit par le biais du consentement, on devrait pouvoir, comment dirais-je, définir donc un profil risque, et une fois que le client a son scoring, il pourra faire valoir en fait sa réputation. Donc, en lieu et place donc d'utiliser des garanties réelles, des sûretés réelles, comme on le dit, le banquier ou l'institution de microfinance qui va faire donc du crédit à cette personne pourra se baser sur le rapport de solvabilité, sur le scoring du client, et ne pas exiger donc de garantie, ou même lui faire bénéficier de conditions plus favorables, à la différence de quelqu'un pour lequel donc il n'a pas suffisamment d'informations. Donc, c'est là pour faire jouer donc, cette garantie de réputation, mais également, comme je dis, parce que bon, de manière générale, souvent au niveau donc, du crédit, on regarde le risque, mais on regarde aussi donc, le coût donc, de ce risque-là. Et le fait donc, de bénéficier donc, de ces informations du client, ça va faire que demain, on peut indexer par exemple le taux d'intérêt de la banque sur le risque donc, du client. Donc, c'est vraiment tout à l'avantage. Je crois qu'il y a une sensibilisation effectivement donc, à faire. Et de ce côté, aussi bien le régulateur que les autorités publiques et le bureau d'information donc, sont engagés dans cette dynamique donc, de sensibilisation pour que, comment dirais-je, cette notion de consentement ne puisse pas constituer un frein pour comment dirais-je, le partage des données qui est capital. Parce que bon, un client même qui bénéficie, par exemple, aujourd'hui, si vous ouvrez un compte, bon, la banque va demander peut-être 3 à 6 mois de mise à l'épreuve, en tout cas de période, avant de pouvoir vous faire bénéficier de crédit. Donc, même si vous n'avez pas d'historique d'information financière, si le bureau d'information dispose donc de vos paiements de factures d'électricité, c'est des éléments qui peuvent aider la banque à raccourcir donc, ce délai de carence. Une fois que
ces données existent et à partir de là, ça peut donner quelques éléments et la banque pourra faire bénéficier le client, au client donc, de faciliter donc, de financement plus rapidement que si les données donc, ne sont pas disponibles. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Sambaré. Dernière question pour vous, de Monsieur Yves Bonou, qui dit ceci: les opérateurs télécoms détiennent beaucoup de données qui peuvent être utilisées pour analyser le profil des clients pour l'octroi des crédits. Quelle solution pour faciliter le partage de ces données avec les fintechs sans trop se lancer dans le commerce de données? Vous avez 1 minute, s'il vous plaît, Monsieur Sambaré. Merci. Oui, c'est vrai que c'est une question très pertinente par rapport aux informations donc, qui sont disponibles donc, au niveau donc, des opérateurs télécoms. Bon, aujourd'hui, au niveau donc, de la réglementation, je crois savoir que c'est essentiellement donc, les données donc, des postes payés qui sont partagés dans le cadre de la réglementation en place au niveau donc, de l'UMOA ou dans certains pays. Mais les informations effectivement sur les prépayés sont aussi des informations donc, capitales. Tout est-il que, bon, même si on n'a pas effectivement de volume de données donc de grands facturiers des opérateurs télécoms ou la totalité, bon, il peut y avoir des partenariats avec ces structures-là pour faire, en tout cas pour monétiser donc ces données. L'autre élément également qui peut être possible donc, au niveau de FinTech, c'est déjà par rapport à la mise à disposition des informations qu'il y a déjà sur le mobile. Parce qu'avec les smartphones, on a quand même des informations sur le type donc, de téléphone, on a des informations peut-être sur le rechargement du client, puisque chaque fois que vous rechargez votre compte, il y a un message donc, qui est stocké au niveau de votre téléphone. Il y a également les transactions donc, que vous faites. Donc, toutes ces informations, en fait, l'utilisateur, l'abonné, même les fintechs ont développé un modèle sur lequel ça existe hein, donc dans différentes régions. L'utilisateur lui-même peut décider de mettre à la disposition donc, de la fintech ces données-là qui peuvent être accessibles et à partir donc, de là, il pourra faire les traitements qui sied. Donc, parfois, il n'y a pas lieu que ce soit l'opérateur lui-même qui partage, mais le client final peut lui-même décider donc, de partager ces données-là à une structure qui pourra donc travailler ces données et puis faire un scoring ou en tout cas tout type de traitement qui pourra déboucher vers donc, une utilisation donc, synthétique des informations qu'on peut tirer de ces données. Merci beaucoup, Monsieur Sambaré, pour votre réponse. Dernière question pour Monsieur Tokwanou. Question de Monsieur Cedro Vincent. Monsieur Tokwanou, vous avez évoqué les acteurs télécoms assis sur un tas d'or, donc les données, mais incapables de les exploiter. Pensez-vous que cela soit effectivement une incapacité ou au contraire un blocage volontaire afin de développer eux-mêmes des services bancaires ou des services d'assurance? Et ne sont-ils pas les freins réels du développement du Big Data par l'écosystème en Afrique? Voilà, vous avez 1 minute pour répondre à la question, Monsieur Tokwanou. Merci. D'accord, merci beaucoup. Je pense effectivement que les opérateurs télécoms, ils jouent leur jeu, c'est de bonne guerre. Maintenant, il ne faut pas que les opérateurs télécoms se prennent pour des banques ou des institutions financières. Et ça c'est le risque auquel on pourrait arriver. Alors, maintenant, il y a le rôle des banques là-dedans qui, à mon avis, depuis 2009, et je peux en parler parce que j'ai un peu assisté à ça à partir du moment où on a eu des solutions de mobile banking dès 2009, n'ont pas pris conscience de l'importance en fait de ce sujet sur le plan stratégique et sont contentés de suivre.
et aujourd'hui, donc, se retrouve un peu face aux opérateurs face aux telcos, à devoir courir après. Et aujourd'hui, donc, comme le disait tout à l'heure M. Sambaré, c'est le rôle des fintechs d'accompagner donc les banques et les institutions financières pour exploiter ces données dont elles disposent, hein, parce que ces banques, ces institutions financières travaillent avec des clients depuis très longtemps, donc ils peuvent avoir des années de data. Hein, donc c'est le rôle des fintechs et de s'associer avec les banques. Et il faut que les banques, les institutions financières comprennent la position stratégique dans laquelle elles sont. Parce que c'est plus une question de stratégie que de volonté. On pense que tout est vers les telcos. Les telcos, aujourd'hui, effectivement, elles ont ces données, mais je pense qu'elles les utilisent mal. Donc, aujourd'hui, tout le monde a accès à des données, les banques, les telcos, il y en a sur les réseaux sociaux. Donc, c'est comment est-ce que les fintechs peuvent faire de l'engineering pour exploiter ces données-là, bien entendu, avec l'accord du propriétaire de ces données, pour pouvoir offrir des services de meilleure qualité et pouvoir les faire accéder plus rapidement. Voilà. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Topanou. Merci, Monsieur Sambaré, pour vos réponses. Je rassure les participants qui ont posé d'autres questions relatives à l'intelligence artificielle que ces questions seront adressées au Dr Adja et que nous vous enverrons les réponses aussi bien à vous qu'aux autres participants pour qu'ils puissent également profiter de ces réponses. Alors, avant de clôturer le débat avec la séance de questions-réponses, j'aimerais quand même noter cette contribution de M. Bertrand Ouédraogo qui nous dit qu'il faut noter quand même que la question de souveraineté sur les données est prise au sérieux au niveau de l'UEMOA et que les réflexions sont en cours afin de doter l'espace d'un data center. Et cela permettra à terme d'exiger que les données de l'espace ne soient plus hébergées et traitées hors de l'espace UEMOA. Voilà, merci pour votre contribution, Monsieur Ouédraogo. Bon, il y a une dernière question quand même qu'on me demande quand même de poser. On a dépassé le temps, mais je la pose rapidement. Et là, chers panélistes, je vous donne juste 30 secondes, s'il vous plaît, pour répondre à cette question. C'est une question de Monsieur Yacine Djou qui demande si qui dit que l'utilisation de l'intelligence artificielle a toujours une marge d'erreur dans nos pays africains pauvres où le taux d'analphabétisme est élevé. Cette marge d'erreur peut-elle être applicable? C'est ça la question de M. Djou. Donc, je donne 30 secondes à chaque panéliste pour réagir sur cette question. Donc, M. Sambaré, vous pouvez commencer. Oui, effectivement, l'analphabétisme effectivement peut constituer un frein par rapport à la disposition donc, des données. Mais je pense que, comme on l'a dit, à partir du moment où aujourd'hui, l'importance de pouvoir disposer donc, de la donnée, quelle que soit la forme donc, de cette information, grâce donc, aux outils d'intelligence artificielle, je pense qu'on peut transformer donc, cette information même de manière orale, qu'on peut donc avoir et puis structurer cette information et faire jouer donc des algorithmes. Et dernièrement, j'avais vu un cas donc d'une start-up qui est en train de voir comment développer sur la base donc de l'IA un outil qui permettra donc de traduire la multitude de langues que nous avons en Afrique pour que tout un chacun, en tout cas, puisse bénéficier de ces outils et que demain, si moi je vais au Nigeria et que je suis en face de quelqu'un qui parle comment dirais-je, une langue que je ne comprends pas, que je puisse échanger donc avec cette personne en ayant donc un outil en tout cas plus intelligent et qui permettra de résoudre les problématiques d'échange économiques et commerciales qui peuvent se faire entre les peuples.
D'accord, merci Monsieur Sambaré. Monsieur Topanou, 30 secondes pour réagir à la question. Oui, je pense qu'aujourd'hui, effectivement, avec l'IA, l'analphabétisme peut être surmonté dans la mesure où, je prends le cas, donc, pour les paiements, nous travaillons avec une start-up ghanéenne. Et cette start-up, donc, est en train de mettre en place une solution pour la reconnaissance vocale, donc, des agriculteurs qui ne parlent pas forcément français. Et donc, ils sont capables, quand ils font des paiements, par exemple, ou bien quand ils reçoivent des paiements, ils sont en train de travailler sur le fait de pouvoir faire confirmer donc, les montants payés dans la langue, en fait, de l'agriculteur qui reçoit ou qui paye pour s'assurer effectivement qu'il n'y a pas de différence entre le montant qu'ils attendaient et le montant qu'ils ont reçu. Et donc, je pense qu'effectivement, à partir de ça, et comme le disait monsieur Sambaré, effectivement, on peut s'assurer que l'IA va contribuer en tout cas à surmonter les difficultés liées à l'analphabétisme. Merci beaucoup. Merci à nos chers panélistes pour leurs réponses. Les participants aussi vous remercient pour vos réponses claires et précises. Donc, nous arrivons au terme du webinaire. Je vais quand même donner 30 secondes de parole aux panélistes pour leur mot de fin. Voilà. Donc, Monsieur Sambaré, votre mot de fin. Je voudrais en tout cas vous remercier l'IFI, remercier donc l'ensemble de mes collègues panélistes, également donc les participants à cette session donc très, très intéressante. Et je pense qui parle quand même de préoccupations de l'heure et dire que vraiment on est qu'au début. C'est vrai qu'en Afrique, bon, il y a beaucoup de choses qui restent à faire, donc, mais ce dont je suis sûr, c'est que ces outils-là vont permettre de développer des solutions auxquelles on n'a pas pensé aujourd'hui. Et juste pour dire que grâce notamment aujourd'hui à ces outils, donc, on devrait plus se préoccuper de qui a la donnée que de qui a l'argent. Donc aujourd'hui, on va avoir donc des acteurs dont le rôle vont être complètement modifiés grâce donc à l'utilisation de ces nouvelles technologies. Et ça va faire vraiment bouger les frontières de part et d'autre. Merci. Merci, Monsieur Sambaré. Merci pour votre participation. Monsieur Topanou, vous avez la parole pour votre mot de fin. En tout cas, je remercie de me donner la parole. Donc, en fait, pour conclure, tout ce que j'aimerais dire, c'est qu'aujourd'hui, pour nous, les nouvelles technologies sont, en tout cas, dans les services financiers, la voie à suivre parce que c'est, pour nous, en tout cas, en Afrique francophone, dans l'UEMOA, le moyen donc de réduire en fait le gap qui existe en termes de services et en termes donc de financement pour les TPE, PME que nous souhaitons accompagner. Et par rapport à ça, je pense qu'il faut prendre conscience aussi de l'importance donc de cette indépendance, sur le plan numérique, mais de cette indépendance sur le plan capitalistique, parce que je pense que toute la bataille se situe à ce niveau. Nous pouvons faire ce que nous voulons. In fine, si les data centers ne sont pas les nôtres, si les investissements que nous faisons ne produisent pas des rendements chez nous, en fait, oui, en fait, nous resterons une fois de plus des employés, entre guillemets, et nous n'aurons pas la main sur notre avenir. Et je crois que moi, c'est ce pourquoi je me bats. C'est tout ce que je pourrais dire. Donc, merci à tous les participants et merci à Digital Frontier et ainsi qu'aux panélistes. Merci beaucoup à vous, Monsieur Topanou. Alors, chers participants, nous arrivons au terme de notre webinaire et nous retenons que l'intelligence artificielle, la biométrie et le big data nous apportent des solutions à différents défis tels que l'absence de preuve d'identité,
l'insuffisance d'informations sur les clients dans le cadre de l'octroi de crédit et l'évaluation des risques, et nous permet également d'offrir de nouveaux services aux clients à travers notamment les chatbots, surtout dans le contexte de la COVID-19. Nous avons également appris que l'utilisation de ces technologies ne se limite pas à l'Europe, aux USA ou à l'Asie, mais est en plein développement en Afrique francophone. Et donc, chacun à son niveau doit mettre à jour constamment ses connaissances et ses compétences pour rester compétitif face à l'émergence de ces nouvelles technologies. Nous avons noté également qu'un travail reste à faire au niveau des institutions financières pour avoir les prérequis nécessaires pour pouvoir tirer profit de ces technologies, sensibiliser, former pour monter en compétences, susciter la volonté de nos dirigeants, convaincre sur l'utilité de ces technologies. Et nous avons noté l'importance de la gestion des données. Alors, la question des données qui est essentielle, s'assurer de collecter les bonnes données qui seront utiles pour notre activité, s'assurer d'une collecte de données fiables et de bonne qualité qui serviront de base pour que ces nouvelles technologies puissent nous aider à améliorer nos activités. Et enfin, nous avons également parlé des différents risques qu'il faut avoir à l'esprit en mettant en place une bonne stratégie de gestion des risques. Digital Frontier Institute est disponible pour vous appuyer dans ces actions à travers ses cours et formations en ligne sur les applications de l'intelligence artificielle dans le domaine de la finance. C'est un cours que mon collègue Maxime Lokossi suit actuellement en vue de l'obtention du grade de Certified Digital Finance Practitioner. Et les cours proposés par Digital Frontier Institute concernent également l'identité digitale, la biométrie, tout ce qui est Big Data. Et je profite de l'occasion pour vous informer que Maxime Lokossi animera le vendredi 23 octobre à 13h GMT avec l'équipe de Digital Frontier Institute, une session d'information sur les cours, donc toute la formation, le cycle de formation pour l'obtention du grade de Certified Digital Finance Practitioner. Et ce sera l'occasion également de bénéficier du partage d'expérience des 2 premiers francophones élevés au grade de Certified Digital Finance Practitioner. Et en plus des cours, DFI intervient à travers des communautés de praticiens disponibles dans plusieurs pays et des associations professionnelles. Nous diffusons également des savoirs gratuits et nous partageons des connaissances à travers des webinaires comme celui-ci et à travers notre groupe LinkedIn, la Ligue des professionnels de la finance digitale. Alors, n'hésitez pas du tout à prendre contact avec Maxime ou moi sur LinkedIn ou par email pour davantage d'informations. Et pour clôturer, je tiens à remercier nos panélistes pour la qualité des échanges. Vraiment, merci, monsieur, pour votre disponibilité et pour ce partage d'expériences très enrichissant. Je remercie également le docteur Adja qui a partagé ses riches expériences avec nous au cours des 30 premières minutes de ce webinaire et qui a été obligé de nous quitter pour prendre un vol. Je vous remercie également, chers participants, pour votre intérêt, votre forte participation à ce webinaire. Nous nous excusons d'avoir pris plus de temps que prévu. Nous tenions à répondre au maximum de questions. Nous vous prions de nous excuser pour le temps supplémentaire pris. Et nous allons passer en revue les questions qui sont restées en stand-by. Et pour ceux qui ont indiqué leur email et pour les autres participants d'ailleurs, comme vous avez indiqué vos emails à l'inscription, nous vous répondrons par mail. Alors, je vous donne donc rendez-vous en novembre pour un nouveau webinaire en français de DFI qui portera sur l'accès au financement des micro, petites et moyennes entreprises en Afrique avec des sources alternatives de financement telles que le crédit digital, le Pay as you go et le crowdfunding. Et ce webinaire sera modéré par mon collègue Maxime Lokossi. Je vous remercie encore pour votre participation. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à très bientôt. Merci.